Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci de nous retrouver, c'est reparti. Nous sommes ensemble pour une heure de café presse politique. Nous allons partager avec vous des opinions sur ce qui vous a marqué, sur ce qui nous a marqué cette semaine, avec un tour de table, comme d'habitude, sur ce qui est à relever peut-être en un mot, une déclaration, une image cette semaine avec vous, le Qadi Hussein. Il y a Farid Alilet qui nous a rejoint aujourd'hui. On est content que tu sois parmi nous ce matin. Toujours Jeune Afrique. Il y a Hassan, oui, toujours, Jeune Afrique. Toujours, oui, c'est vrai. Tu as bien fait de le soulever, j'ai oublié de le faire. Hassan Wali. Toujours Loatan. Bonjour. Qadi Hussein. Vas-y, continue. Toujours Maghreb émergent. Et Finton Post, non, erreur. Non, Maghreb émergent. Et puis Abed Challenge. Bonjour. Là, laissez-moi ça pour moi. Journaliste indépendant. Voilà. Alors, une image, une déclaration. On va commencer par Farid qui nous a rejoint pour la première fois. Pas forcément une information que nous développons ce matin. Moi, j'étais marqué par l'image du député et vice-président de la PN, Tliba, qui, pendant la séance d'adoption de la Constitution, il se lève. Non seulement il lève le bras pour dire oui, mais il est le seul à être debout. L'image qu'on a généralement de l'allégeance et de la soumission, c'est quelqu'un qui se met genoux, qui courbe les chines ou qui se met à plat ventre. Là l'image de la soumission, c'est quelqu'un qui se met debout. Et moi, je trouve que c'est vraiment un symbole de l'allégeance, de l'obséquiosité. Et c'est d'autant plus frappant qu'il est vice-président de l'Assemblée nationale et il a fait du nomadisme. Il a été élu sur la liste d'un parti FND, je crois. Et il a quitté son parti pour rejoindre le FLN. Voilà, c'est ce qui, ça m'a choqué. Cela dit, il est le seul député à avoir acheté en novembre 2011 la page 3 du quotidien Al-Khabar pour demander au chef de l'État de faire un 4e mandat. Bien renseigné. Hein. Merci à lui. Voilà. Il est bien renseigné. Comme dit un militant du FFA, c'est un niveau Tliba. Ouais. Et juste pour l'anecdote, il a payé 600 000 dinars. Bon, là, on sait tout. Saïd. Alors, moi, c'est le 40e jour de Hussein et Ahmed. Il y a eu des interventions de haute facture, celle de Mouloud Hamrouch, de Saïd Chiban et d'autres, qui étaient très importantes, d'un très grand niveau. J'invite les gens, ceux qui n'ont pas lu, à lire l'intervention de Mouloud Hamrouch, de Saïd Chiban. C'est d'une très haute facture et c'est très intéressant pour le débat national. Et il revient sur le Maghreb, sur son influence sur le Maghreb, ses idées fédératrices. Oui, Hassan. Moi aussi, c'est pareil. C'est à l'occasion du 40e anniversaire de la disparition d'Aït Ahmed, on a vu que cette semaine un très fort moment maghrébin. Oui. Abed. La nouvelle constitution, lors du vote de la nouvelle constitution, il y a eu 0,2% des parlementaires algériens qui ont voté contre. 0,2%. Comment tu t'es arrangé pour avoir en faisant un calcul. Attends, Abd, là on prend un grand risque. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Algérie et le Parlement algérien, ils vont dire que... Attends. Non, on est quand même à 499 qui ont dit oui. C'est des détails. Non, j'aime bien c'est moins de 1%. Ouais. Un vote, win. Moins de 1% de gens votent contre. Celui qui est élu, celui qui gagne doit se suicider tout de suite. Oui. Oui. Mon moment de la semaine, c'est j'écoute dans les bouchons d'Alger le discours de Sedlel qui introduit le projet de révision constitutionnelle. Il parle pendant 35 minutes. Et le seul moment où il y a un début d'applaudissement, c'est quand il encense l'article 51 sur les binationaux. J'ai trouvé ça assez fâcheux, assez terrible.
Alors, on va parler de la révision de la Constitution. Oui, Farid. Est-ce que... moi, je n'ai pas très, très bien suivi. Est-ce qu'il y a eu un décompte des voix ou comment on a fait? Est-ce qu'on a compté toutes les voix ou on a à main levée? À main levée, ça s'est fait à main levée. Parce qu'on a donné des chiffres. On a donné des chiffres. 499 499 pour 3 contre. On a dit 2, ensuite 3. Ouais. Et pourquoi je pose la question? Parce que j'ai pris un café hier avec un député du FLN. Je lui ai dit, est-ce que tu as voté? Tu as voté, oui. Il m'a dit, je n'ai pas voté. Je lui ai dit, mais comment? Il m'a dit, je te jure, je n'ai pas voté. Le moment du vote, j'avais les bras croisés. Je n'ai pas voté. Donc, je ne sais pas comment on a fait le calcul. Non, on fait le calcul. On fait le calcul techniquement. On dit on sait combien il y a de gens présents, qui votent contre, qui s'abstient. Parce que l'abstention, on doit lever la main pour dire qu'on s'abstient. Ouais. Si on reste dans son coin, ce n'est pas une abstention. Et donc, on fait une soustraction bête. D'accord, voilà. En France, pour la révision constitutionnelle, il y a eu des centaines d'absents. Premier article, ouais. Parce qu'en France, le vote est compté de façon très... Oui, mais voilà. à la PN aussi, il est compté de manière électronique. Là, c'était au Club des Pains, donc... Ça, c'est pas on bien était au possible. club des pains. De toute façon, ça n'a étonné personne. On l'avait même dit une semaine avant. Cette constitution va être votée. C'est une avancée majeure dans la démocratisation, selon le président de la République, selon le Premier ministre, selon le gouvernement. Ould Abbas ira plus loin. Le président du Conseil il est membre du Conseil de la Nation. Il est membre du Conseil de la Nation dans le tiers présidentiel. D'accord avec Lui parle de la Deuxième République. Ça a fait grincer les dents le PT, y compris le FFS, j'imagine. Il n'empêche, vous l'avez dit, ce texte a été voté à la majorité. Dans une autre vie, Ould Abbas a déclaré que le président Chadli Benjedid méritait le prix Nobel. Oui. Il a dit des choses assez. Il a dit des choses assez intéressantes. Il continue à soutenir que le président algérien mérite le prix Nobel. Il a raconté comment il était écouté pendant qu'il était ministre. Vous l'avez écouté aussi sur les ondes de la radio nationale, qu'il était sur écoute et il le dit. C'est assez drôle quand même de le dire aussi ouvertement aujourd'hui, alors que les services de renseignement n'existent plus. Enfin, ceci au passage. Maintenant, il faut gérer. C'est ce que dit, je trouve, rien que pour la citer, Lusa Hanoun. Maintenant, il faut gérer les contradictions et les vides juridiques. L'opposition ne s'est pas tue. On va en parler ce matin. Comment gérer ces contradictions si la pression reste maintenue? Ça va être difficile, il me semble. Non? Qu'en pensez-vous, Hassan? À mon avis, il y a des contradictions pour Lusa Hanoun. Pour nous, c'est limpide. Pour nous, c'est limpide. Enfin, pour moi, en tous les cas, je me permets de parler de moi, c'est limpide. D'avoir été présente, qu'est-ce que... Enfin, les contradictions, elle veut s'inscrire dans... Elle veut s'inscrire dans une forme de cohérence qui aurait existé avant et aujourd'hui, il y a des incohérences dans le texte constitutionnel, il n'était pas respecté. Luisa Hanoun s'est tue, je comptais non, pas... c'est pas le but. Voilà. C'est pas le but. Des contradictions, il y en a, des vides juridiques, il y en a. Ça a été relevé cette semaine encore par l'opposition. Non, moi je pense que le vrai problème que pose la Constitution, c'est que c'était une possibilité d'offrir une échéance politique au pays dans le cas où les choses se compliquaient à un moment ou à un autre. C'est une sorte de... Enfin, les banques centrales appellent ça un recours quand on ouvre la planche à billets, on a baissé les taux, on augmenté les taux en fonction de la crise et tout ça. C'est un recours politique. Dire voilà, je vous propose, j'ai des réformes politiques à vous proposer. La mère de toutes les réformes étant la révision de la Constitution, c'est une arme en réserve. Le président Bouteflika a choisi de se séparer finalement de ce recours. Il l'a livré. Voilà. Et l'ayant livré, aujourd'hui, si demain... les choses se compliquent parce qu'elles vont se compliquer, il va se passer des choses, les Algériens ne vont pas continuer à être contentés. Permettez-moi de me citer une seconde sur Al-Watan cette semaine. J'ai dit, on est passé d'un mode de distribution de la rente à un autre. Avant, on distribuait de la rente sous forme monétaire parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, dans cette constitution, on a distribué des droits parce qu'on n'a plus la possibilité de distribuer de l'argent, des droits aux différentes catégories. Il y en a beaucoup, on l'a cité au début. Bon, mais ça y est, c'est terminé. Ça, une fois que c'est fait, on a officialisé Tamazirt, je ne vais pas citer toutes les catégories qui ont été... voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait? La vraie question, c'est après, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le recours? Est-ce qu'on va vraiment faire
une ouverture démocratique. Alors, et comment? On va peut-être céder la parole Enfin, à Farid le Alilet. discours Attends, Saïd, de- excuse-moi. Juste pour enchaîner, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir son opinion sur la question. Hassan se demande ce qui va se passer maintenant. Bouteflika l'a eu, sa révision de la Constitution. Et maintenant, Je pense qu'il faudrait aussi rappeler certaines choses. C'est que Bouteflika, quand il est venu en 99, il a toujours dit « Je ne veux pas cette Constitution, je ne veux pas de cette Constitution, je ne veux pas travailler avec cette Constitution, je vais la changer ». Pour autant, il n'a pas changé la Constitution. Il n'a pas touché à la Constitution. Il a fallu arriver à 2008. Je ne parle pas de l'épisode Du Printemps Noir. Voilà. Là, je parle de la Constitution. Et on arrive à 2008 avec l'obstacle de la limitation des mandats. Il voulait faire un troisième mandat, donc il touche à la Constitution, il touche essentiellement à celui-là et puis au poste de chef du gouvernement. Il a dit je vais la réformer en profondeur après. Oui. Et ça a été un des thèmes de sa campagne électorale de 2009. Sauf qu'une fois élu, il a oublié le truc. Et il ne voulait pas, Bouteflika ne voulait pas de la Constitution. C'est assez surprenant. En janvier, après les émeutes de janvier 2011, et ce qui s'est passé après, il a réuni les hauts responsables de l'État, le président de l'Assemblée, le président du Conseil constitutionnel, le patron du TRS, etc., en essayant de faire un tour de table pour réfléchir. Il a dit, voilà, il faut qu'on réfléchisse comment on va gérer cette situation, etc., etc. Et Après, c'est le contexte du printemps arabe. Voilà. Et comment on gère la situation en Algérie, comment gérer la situation aussi, si jamais il se passe quelque chose en Algérie, comment on va faire? Et les autres, ils ont dit, bon, écoutez, Monsieur le Président, c'est le moment aussi de tenir les promesses que vous avez faites, c'est-à-dire faire des réformes politiques, changer la Constitution, puisque vous en avez parlé. Voilà, il a dit, je ne veux pas changer de Constitution. Il a dit ça, Il a ses dit, conseillers. C'est pas des conseillers, c'est des hauts responsables. Et c'est un des responsables qui a assisté qui me la raconte. Il me dit, il nous a dit, moi, la Constitution, je ne la touche pas. Je la laisse à mon successeur. Et il a fallu beaucoup de persuasion de la part des participants pour qu'on lui dise, voilà, il faut que vous la réformiez, il faut que vous teniez vos promesses. Et c'est comme s'il était contraint de le faire. Et la preuve, c'est qu'il a retardé l'échéance jusqu'à 2017. C'est un projet qui date, cette constitution date de 2009. Moi, je pense, puisque vous parlez Excuse-moi, on a du mal, on va essayer de comprendre, on a du mal à croire à cette version qu'on entend pour la première fois finalement. On se dit, mais si... Je suis fondé de croire la personne qui me raconte ça. Ça arrange, non, mais ça on arrangerait... peut la croire, c'est pas un problème. Mais ça arrangerait quel intérêt, on peut s'interroger. Quand vous avez intérêt Moi, je à changer la crois Constitution... Je la crois tellement qu'il suffit de prendre le discours qui vient d'accompagner qui était prêt. Et ce discours, c'est quoi? Attention, ne faites pas les changements, n'écoutez pas les sirènes de la démocratie. On est dans le même type de discours, un peu complotiste. C'est les Occidentaux qui veulent faire une démocratie pour provoquer. Et donc, il a fait une formalité sur laquelle il s'est engagé. Il l'a accompli. Aujourd'hui, il ne se passe rien. À mon avis, il ne se passera rien. Mais pourquoi alors, à ce moment-là? C'est ça la question. Mais pourquoi alors cette révision de la Constitution a-t-elle lieu? Non, je pense qu'il y a un problème du rapport de Bouteflika à la Constitution. La hantise du président Bouteflika, c'est d'avoir une vraie Constitution. Lui veut gérer comme il l'entend, lui. Il ne veut pas se plier à la Constitution. Et si le pays faisait une grande constitution avec un grand débat en adoptant de manière très solennelle une constitution, il pourrait se sentir plus ou moins lié par ce texte. Il n'en veut pas, il n'en a jamais voulu. Et où est-ce qu'il préfère? Sa méthode, c'est changer des pans de la Constitution. D'abord, anticiper les changements de la Constitution dans la pratique. Il a supprimé le poste de chef du gouvernement avant tout changement de la Constitution. Donc, dans les faits, il a commencé à gérer à côté de la Constitution. Et il a adopté la Constitution progressivement à ses propres besoins. C'est parfait, c'est ce qu'il fait. Et il n'acceptera jamais d'aller de manière délibérée à une Constitution
dans le grand sens du mot, et je suis fondé à croire que cette constitution, on l'a dit autour de cette table, si vous vous rappelez la formule qu'il a utilisée, il a validé le texte actuel. Donc c'est pour dire, c'est pas le mien. Pour cette raison fondamentale, à mon avis, ce regard qu'il faut garder sur Bouteflika et Constitution, ils sont antinomiques. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, c'est pour dire un peu ce que dit Abed, on est vraiment gêné. Moi, je suis gêné de parler de ce texte parce que est-ce qu'on réfléchit à l'intérieur de ce texte, de la Constitution, pour faire ressortir les contradictions, les incohérences et tout? À mon avis, c'est un débat secondaire. Et ce qui est intéressant, c'est le sens politique de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que la Constitution apporte des réformes profondes et l'aboutissement d'un débat national consensuel? Non, elle a plus divisé la classe politique, l'opinion. C'est un autre passage en force. Et est-ce que la Constitution, au final, ne participe pas de ce dispositif ou de ce processus de reprise en main de tous les pouvoirs, d'une reconquête, parce que l'on sait que c'est un chef d'État qui révise un chef d'État finissant qui révise la Constitution. Finalement, il n'y a aucun changement. En général, qu'est-ce qu'on dans des situations de démocratie, je ne dis pas avancée, mais relative, les élections et la révision de la Constitution, ce sont des moments de haute politique, des moments de très grands au sens politique, pour pouvoir amorcer soit des changements, soit une nouvelle orientation, soit à indiquer un cap. Là, on en sort. Les gens ont voté, ils ont adopté, et on n'en sort rien. Alors, c'est tout. On en est à la question, est-ce que celle-là, elle reste ou non? Alors voilà, c'est ça. Le résultat, c'est ça la question. Il y a un élément politique que je tire, moi, qui est pour moi central dans tout ça. Il est à peu près l'équivalent du quatrième mandat, de ce qu'a été le quatrième mandat. L'ensemble de la représentation politique nationale qui est dans le pouvoir est en train de mentir publiquement aux Algériens en disant que ce texte va annoncer quelque chose. Va changer Individuellement, ils savent tous que c'est faux. Quand ils ont soutenu le quatrième mandat, ils savaient tous que, d'un point de vue strictement légal, le président Bouteflika ne pouvait pas être candidat. Cette classe politique, aujourd'hui, pour moi, constitue un danger sérieux pour le pays. Alors cette constitution, il la voulait pas, et maintenant, c'est-à-dire moi, je pense, je vais surprendre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais surprendre, mais je précise tout de suite que je ne mets pas en aucun cas en doute le fait que Bouteflika veut mourir au pouvoir ou qu'il veut se maintenir au pouvoir. Si je peux caricaturer, à la limite, s'il avait la possibilité de lire sa propre oraison funèbre, il la lirait. Je pense que cette constitution, c'est la dernière réforme politique de sa carrière. Voilà. Voilà, bien sûr. Il y en aura une autre? Non, réforme. Bon, voilà, c'est le dernier chantier. Disons, c'est le dernier chantier de sa carrière. Moi, je pense, encore une fois, je dis, Bouteflika, c'est quelqu'un d'imprévisible. Un jour, il a dit à un de ses premiers ministres, il lui a dit, vous savez pourquoi j'aime Kadhafi? Et il a dit, j'aime Kadhafi parce qu'il est imprévisible. Donc, on parle de ce postulat, c'est quelqu'un de très imprévisible. Moi, je pense que cette constitution fait partie d'un processus qui va se mettre en place graduellement, à savoir que je ne pense pas que Bouteflika finirait son mandat. Je n'aurais pas pensé je l'aurais pas dit il y a une année ou en 2014. Je pense qu'il est en train de préparer cette opération, à savoir, il y a un storytelling qui va se mettre en place, à savoir que le président a accompli sa mission. Et je vais expliquer pourquoi il partirait. Le président a accompli sa mission, c'est-à-dire qu'il a doté l'Algérie d'une constitution démocratique. C'est l'argument
Il a instauré C'est la plus l'état démocratique. civil, voilà. C'est la plus démocratique depuis 62. Ouais, notre recul par rapport à 89. Hein. Oui, mais Oui, sa vision à lui. je Sa parle, vision à lui. on est Je à parle l'intérieur de- des Ouais. C'est leur je discours. parle du storytelling. C'est-à-dire ce qu'on va. C'est la plus démocratique. Il a aboli la présidence à vie, même si c'est lui qui a. Et il a instauré l'état civil. Il a officialisé Tamazir, aucun président n'a fait. Il a mis un terme à la police politique. Il a dissous les DRS, ce qu'aucun président. Il a mis à la retraite le terrible l'ogre. Vous êtes sûr que c'est pas Hamid Green Toufik. Il est en train. Non, mais je c'est te dis, ça a chargé de dire. c'est le storytelling qu'on a. Oui. C'est ce qu'on va J'attends vendre. la suite. Et donc, Voilà. Et il a ramené la paix. Il a fait la réconciliation nationale. Il a restauré l'image de l'Algérie dans le monde. C'est le moment de rentrer à la maison. Voilà. Il a rempli les caisses. Il a payé la dette de l'Algérie. Voilà. C'est-à-dire qu'on va faire. Et c'est le moment aujourd'hui de céder la place à la nouvelle génération. Il y a une phrase. Il y a une phrase dans le discours. Et ce discours. Ce n'est On pas. a fait ce qu'on Ouais. a, Et ce on avait- discours- on a fait ce qu'on devait faire. Ce discours, contrairement aux autres discours, ce n'est pas Ben Amer Zohani qui l'a écrit. C'est Bessayah qui l'a écrit. Juste pour l'anecdote. Bon. Et c'est le moment de passer le flambeau. On a entendu déjà Voilà. le 8 mai. Mais Le CPP est ouais. imprévisible comme Oui. Bouteflika. Voilà, il faut le noter quand même. Hein. Et pourquoi je pense que ce scénario va. C'est pas parce qu'il ne veut plus du pouvoir. Parce qu'il veut sortir par la grande porte. Non. Tant qu'il peut. Parce qu'il a peur. Parce que je pense ils sont conscients que les mois, les années à venir vont être extrêmement difficiles. Et contrairement à au discours qu'on développe, la situation est très grave. Il suffit de se rapporter à ce qu'avait dit Sellel le 25 mai 2015. 2014, ça allait bien encore. 2015, le jour où il a installé le patron de Sonatrach. Il a dit une phrase qui passe inaperçue. Je ne sais pas pourquoi les journalistes n'ont pas... Il a dit, si le prix du pétrole se maintient à une moyenne de $50, en 2019, nous allons avoir 9 milliards de dollars de réserves de change. On n'y est pas. S'il se maintient à 50. Attends, oui, bon, il faudrait. Non, voilà. Moi, j'ai. Il faut peut-être juste expliquer. Une seconde. Oui, juste pour terminer. Et donc, la suite, c'est quoi? C'est qu'il organise, qu'il cède la place et qu'il organise qu'on ait des élections. Je ne sais pas comment ça va. Peut-être une élection présidentielle anticipée. Je pense que ce scénario est plausible. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le pouvoir ou ne veut pas mourir au pouvoir. C'est parce que la situation va être extrêmement difficile à gérer. Il ne veut pas être comptable. Il ne veut pas gâcher. Et s'il gère une situation, tout ce qui a été fait pendant 15 dernières années, bon, il parle. Voilà. C'est un Il finit scénario mal. rose pour des années sombres. Oui. Je précise que l'homme est imprévisible. Mais Ouais. Non, L'homme est imprévisible, mais les intérêts, il faut le dire. Comme les prix du baril. En Algérie, il n'y a pas que le président et la cour qui l'entoure. Il y a toute une accumulation d'intérêts qui bloque le changement. C'est-à-dire, Bouteflika, c'est pas uniquement parce que le changement le rebute. Il a tout un système qui est installé autour d'une redistribution de la rente qui bloque le changement. Aujourd'hui, est-ce que lui, dans son état, peut impulser, parce que quand on dit changement, ça veut dire attaquer des intérêts. C'est ça, il n'y a rien d'autre dans la mécanique algérienne. Il faut que tu pas attaques. forcément de changement. Et il dit il s'en va tant que c'est possible. Non, il s'en quoi. va pas. On le laissera pas s'en aller, ceux qui tiennent les rênes. Voilà, c'est pas... Moi, je dis que c'est un scénario Sauf s'ils ont une plausible. solution. Après, est-ce qu'il va se réaliser, c'est autre chose. J'ai envie de dire que la Constitution s'inscrit dans les luttes, encore une fois, dans les luttes internes au pouvoir. Ça
se passe à la maison du pouvoir. Et là, la Constitution formalise de manière évidente la reprise en main de ce qu'on appelle communément le clan présidentiel. Et ça intervient au moment où Bouteflika est finissant. Et non seulement on reprend la main sur le pouvoir, on veut le préserver. Donc on prépare de manière claire le terrain pour l'équipe qui va succéder. Si on parle en termes d'intérêt, c'est une équipe. Et là, moi, je pourrais dire même que la bataille n'est pas finie. Le futur qui en coupera la tête, c'est Gaïd Salah. Moi, je pense que ce scénario d'un Bouteflika partant ne rentre pas dans le logiciel de Abdelaziz Bouteflika. Il est formaté d'une autre manière. C'est un scénario, je me rappelle bien, à la fin de son 2e mandat, j'ai écrit un papier, je m'excuse, en disant, voilà, Bouteflika peut faire un discours aujourd'hui en disant, j'ai ramené la paix, j'ai apaisé l'Algérie, il n'y a plus de terrorisme, le cours du pétrole est sur la pente ascendante, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était la sortie idéale. C'était là, quelqu'un qui a le sens de l'histoire pouvait sortir à ce moment-là. Quand il a refusé de partir, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne partira jamais. Jamais. C'est totalement exclu. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est un dispositif qui est totalement apaisé et qui permet au président Bouteflika d'être président, d'avoir tous les pouvoirs. Mais il faut lire la Constitution, il faut lire le texte de la Constitution, comment est nommé le gouvernement, qui on consulte, etc. On se retrouve de manière caricaturale. Il y a une petite scène dans laquelle se bagarrent le gouvernement et les députés. Pour rien, ils se bagarrent pour rien, parce qu'ils n'ont aucune décision. C'est le président qui désigne, c'est le président qui dissout, etc., etc. Il y a une espèce de mise en scène qui est là, ils vont se bagarrer, on va avoir l'illusion d'une vie politique et c'est le président qui a tous les pouvoirs. L'histoire nous renseigne qu'un jour, Bouteflika a refusé le pouvoir. Oui. Parce que c'était. Il oui. l'avait pas comme il aurait voulu. Les récits ne sont pas plutôt en sa faveur. Hein. Chérif Belkacem raconte des histoires qu'on ne va pas les sortir. En 1994, il a été sollicité par l'armée pour prendre la succession du HCE. Il avait formulé un certain nombre d'exigences. Ils ont été satisfaits. Ils voulaient rencontrer les chefs de région militaire. Ils les ont rencontrés. Ils voulaient faire une rencontre, un discours devant l'establishment de l'armée au ministère de la Défense. Il l'a fait. Et d'ailleurs, c'est ce jour-là, il a dit « Nous sommes tous dans le même tranché » et ils ont applaudi. Et la Marie s'est levée et a dit « Oui, vous avez raison, Monsieur le Président, on est avec vous. Monsieur Bouteflika, on est avec vous. » Ils ont satisfait toutes ces exigences. Il avait consulté pendant un mois, un peu plus, et le jour où il fallait rendre sa décision, il a dit non, je ne veux pas de ce pouvoir. Mais pourquoi on peut le rappeler Je pense qu'à l'époque, au départ, c'était pour lui une revanche, parce que c'est les militaires qui lui ont barré la route en 1978, ils viennent le solliciter aujourd'hui, c'est une revanche. Lui, il proscrit, il bannit, qui a fait une traversée des déserts qu'on a condamné avec la cour du... On revient le solliciter, c'est une revanche. Ensuite, ça devient un jeu, mais au fur et à mesure où on s'approche de l'échéance, il a senti la difficulté de la tâche, il a dit non. Donc il est arrivé dans l'histoire qu'à un moment où Bouteflika ne va pas dire... Mais quand j'ai avancé ce scénario, je ne dis pas que ça va se faire, mais c'est... si les difficultés s'accumulent, c'est une possibilité qu'il décide de partir. Qu'il puisse sortir par la grande porte. De l'intérêt de parler du pouvoir de Bouteflika et pas de Bouteflika, de la personne de Bouteflika, là, parce que du pouvoir au sens politique, au sens économique, au sens intérêt énorme
que ça engage. Moi, SN. oui, moi je dois confesser que j'ai un petit délit d'initié. C'est-à-dire que moi, j'ai déjeuné avec Farid et je savais son point de vue sur ce scénario-là. Il me l'a développé. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai beaucoup insisté pour qu'il vienne le développer ici. Toi, tu as pensé à un moment de toute façon qu'il déciderait peut-être un jour de sortir par le haut. Non, j'ai dit de ça partir. existe, ça circule. Ouais. On en a parlé au Café Presse. Il y a longtemps. On a dit peut-être que Bouteflika prépare un scénario de sortie par le haut. Ça existe. Parce que c'est son Non, j'y crois pas. C'est son souhait. Il Non, y non, j'y croyait, crois pas. oui. Non, j'y crois pas. Quand même. Pas faire. En fait, ce qui a changé entre 94, le monsieur qui a dit non aux militaires à la toute dernière minute, et aujourd'hui, c'est ce que a développé Saïd Jafar et Abd Sharif. C'est aujourd'hui un président qui est en place depuis 15-16 ans. Qui a tous les pouvoirs. Qui a tous les pouvoirs, qui n'est pas dans la consultation, dans la concertation individuelle, sartrienne, son destin, consulter éventuellement sa maman et un marabout pour savoir si c'était la bonne décision à prendre. C'est tout à fait différent. Aujourd'hui, qui c'est qui a parlé de Tliba tout à l'heure? Voilà, il y a un système qui veut que Bouteflika, il ne peut plus décider tout seul. Il ne peut plus décider tout seul de son destin. Et moi, je crois qu'effectivement, il a peur de l'avenir. Moi, je suis convaincu que Bouteflika a une conscience bien claire que ce qui va arriver risque de défaire tout ce magnifique bilan, tout ce storytelling que tu as très bien fait, au point de perturber notre ami Abed qui ne savait plus si tu parlais entre guillemets ou pas. Il sait que ça va se défaire s'il continue, s'il reste au pouvoir. Il le sait. Mais quitter le pouvoir aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Pour lui, aujourd'hui, c'est devenu extrêmement difficile. Pourquoi je précise qui dans son entourage? Attends, excuse-moi juste, et puis je donne la parole juste. Je précise une chose. Je dis pourquoi. Parce qu'il y aura toujours des gens autour de lui pour dire que la situation va se redresser dans les prochains mois. Il y aura toujours des spin doctors qui vont dire c'est pas 2019, le retournement de la conjoncture, c'est bien avant, on a des réserves, etc. C'est jouable, on a divisé l'opposition. Voilà, il y aura des manières de maintenir. Il partira le jour où toute la classe qui est autour de lui, les affairistes, toute la mafia, mettent la main sur tous les pouvoirs de l'État. J'ai deux précisions. J'ai pas dit, encore une fois, c'est un scénario plausible, j'ai pas dit qu'il est en train de réfléchir à ça, que ça va se faire. C'est possible. Et c'est une possibilité, je réfléchis de plus en plus à ça. C'est vrai. Ça ne va pas se faire demain. Si la conjoncture devient de plus en plus difficile, parce qu'il y a une chose que Bouteflika ne peut pas acheter, ne peut pas maîtriser, c'est le temps. Il n'a plus le temps comme il l'avait il y a 15 ans. L'ennemi de Bouteflika aujourd'hui, c'est le temps. Et non. C'est une réflexion qui n'est pas dans la bonne perspective. C'est un peu comme les Occidentaux qui découvrent le djihadisme qui se fait exploser. Ils ont l'habitude de faire face à des gens qui font la guerre, mais qui ont envie de faire une opération et de vivre, de survivre. Là, ils sont face à des gens dont l'objectif est de mourir. Abdelaziz Bouteflika est dans la même logique. Le temps ne joue pas contre lui, il est pour lui. Ce qui l'intéresse, dernière phrase, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est de mourir au pouvoir. Le temps qui s'accélère, un temps qui s'accélère, c'est à son avantage, c'est pas à son désavantage. Sauf s'il est rattrapé, par. C'est-à-dire, quand je parle de temps, c'est, bon, je veux dire ce qui va arriver comme difficulté. C'est ça qu'on Merci parle de beaucoup. temps. Petite pause, restez avec nous. À tout de suite, on va dire au revoir à Farid Halilet. À très bientôt. Merci, au revoir. Vous êtes encore là, c'est reparti pour la suite de votre Café Presse. Vous êtes sur Radio M. Et cette fois-ci, nous avons été rejoints par Zinedine Zebar et Mélanie Matarès du journal Al-Watan. Zinedine Zebar, vous le connaissez tous, c'est le photographe professionnel grâce à qui nous avons pu suivre avec vous en direct l'actualité de cette semaine. Et l'actualité, c'était quoi? Sur laquelle on va revenir. C'était le déplacement à Alger ou le défilé à Alger d'Alain Juppé. C'était ces jours-ci. Juste après, il y a eu Anne Hidalgo. Alain Juppé, qui est candidat donc aux primaires de droite pour la présidentielle.
présidentielle de 2017. Il y a eu ensuite Anne Hidalgo, qui est donc la maire de Paris. À qui le tour ? J'ai envie de poser la question à qui le tour. Voilà qui nous amène un petit peu à rentrer directement dans le vif du sujet. Alger est-elle incontournable Ça ne sera pas Sarkozy, apparemment. Des élections présidentielles? Je me demandais à quel moment tu allais la placer. Là, tu sais pas? Tu n'en sais rien? Bon, les infos que j'ai, c'est le prochain sur Alger, c'est Manuel Valls, le Premier ministre français. Oui. D'accord, C'est on est déjà toujours différent. à gauche. Il n'est pas candidat, donc c'est du travail, c'est du boulot, c'est du bilatéral, on va dire. Voilà. Est-ce que notre capitale est devenue incontournable à la veille de ces échéances pour les candidats à l'Élysée? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En tout cas, ces deux personnalités ont été accueillies, on va le dire, avec tous les honneurs. Un grand accueil leur a été réservé, on va dire présidentiel à la limite. Et tu as immortalisé ces moments-là, Zinedine Zbar. On a pu donc voir toutes ces images ensemble. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de te dire bienvenue. On est content de t'avoir aujourd'hui. Merci. Ne serait-ce que pour nous éclairer davantage sur ces femmes. Déjà, comment ces femmes femmes Haïk. Ça a fait oui, ça a fait le buzz. Et on c'est vrai que Juppé, l'accueil de Juppé a été, je vais employer le mot extravagant, et c'était énorme avec toute la logistique de la présidence de la République. Et Anne Hidalgo, même à Oran aussi, il a été. Moi, j'ai pas couvert Oran, j'ai couvert que Alger. Et Anne Hidalgo aussi, de même, elle a été accueillie je dirais peut-être un petit peu équivalent que M. Juppé. Combien de passates noires? Et les passates noires, il y en a tellement. Moi, je suis dans la dernière voiture. Donc, je ne peux pas les compter. Si j'étais dans la première voiture, je pourrais les compter, mais c'est les passates noires plus les véhicules on les appelle les Jim, ça veut dire le Jumhuriya al-Jazairiya. C'est pas ta première couverture, en tout cas pour non, les chefs pas du d'État. tout. On va avoir l'occasion d'en parler, mais j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu sur cette question de Haïk. On s'est tous demandé ce que ces femmes faisaient. Les Haïk, moi, je les ai découverts le jour de la venue de M. Juppé sur une terrasse à la Grande Poste. Donc, je vois arriver, ils étaient bien installés, etc., en train de boire leur café, et je vois arriver une 5 ou 6 femmes au Haïk avec des youjou, etc., danani, danana. Et je revois encore une deuxième fois avec la venue de Anne Hidalgo. Elle a été accueillie par des femmes. C'est un truc d'honneur. Hein. Elles ne sont pas venues comme ça, instantanées. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est comme si, je vais dire, quelque chose de violent. C'est comme si, ça nous rappelle, enfin, quand on voit les images, De Gaulle quand il vient à Alger. On ramène des gens, les paysans d'un peu partout. Voilà, les femmes avec le haïk pour l'applaudir Alger, c'est pas possible. Il manquait plus que la séance du dévoilement. Voilà, mais c'est quoi ça? On n'a pas idée non plus de cette... Qui a organisé ce... Je pense qu'il y a un comité d'accueil, ce que j'ai compris quand je suis sur place et je vois tout le manège qui se fait. Donc ça ne peut être qu'un comité d'accueil avec Zarnadjia, avec des femmes au haïk, avec la Fantasia, avec le Baroud, etc. Donc c'est un peu plus le matin, j'ai posté une vidéo sur Facebook et Twitter, une chorale en français sur la place pour Saïd. Bon, ça c'est ils ont chanté en français. Bon, Qu'est-ce que ces images vous ont dit? Mélanie est trop jeune pour se rappeler des séquences dont parle. Oui, mais attends, franchement, c'est quoi ça? Pourquoi on est obligé d'inventer tout ce décor? Pourquoi c'est pas de laisser de manière spontanée, les gens viennent saluer, dire bonjour, les gens qui ne sont pas d'accord, ils vont dire qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Mais franchement, ça nous renvoie, c'est les images d'archives. Les indigènes, quoi. Essayons de politiser un peu. C'est le modèle marocain, en fait. Ces gens-là, les gens qui nous gouvernent, sont dans un esprit marocain. Ils voudraient accueillir à la manière des Marocains. Ils le font pas bien, d'ailleurs. Les Marocains ont des traditions dans ça, mais là, c'est pas très algérien du tout.
Voilà, ça tombe à côté, c'est un côté ridicule, gnangnan, voilà. Et surtout que le haïk a disparu, il n'existe plus. On Sauf croise si, rarement. sauf si on suit le sillage des personnalités françaises à Alger, on finit par voir le haïk. C'est un retour vers le passé, quoi. Alors, revenons à des choses un petit peu plus sérieuses quand même. C'est quand même du mauvais goût voilà. Ça crée quelque part. C'est très grinçant. Hein, c'est pas. Je pense que c'est un pas comité juste d'accueil qui a été nouvellement créé par soit la commune d'Alger, soit par les plus hauts, oui, les autorités de Wilaya ou de l'APOE ou je sais pas. Enfin, moi, ça me conforte. Le prochain haïk qui apparaît, je vais demander. Ça me conforte à chaque fois dans l'idée que l'État algérien ne sait plus faire ce qu'il faisait bien dans les années 70. Même si c'était à une époque antédiluvienne, mais les gens savaient accueillir correctement à l'algérienne, sans en faire trop, mais on savait accueillir. Accueillir fait partie quand même des choses de l'État, mais pas de cette manière. On a été aussi un petit peu mal à l'aise par rapport à l'accueil qui a été réservé à ces politiques. Juppé est candidat à la présidentielle, Hidalgo est le maire de Paris. Il y a eu beaucoup de commentaires à la presse, dans la presse, et beaucoup ont dit c'est énorme, accueillir un candidat à la présidentielle. Même la presse d'ailleurs n'a pas su faire avec cette information. On est toujours un petit peu gêné par rapport au traitement de cette information. Hidalgo, c'est la même chose. Elle a été reçue par le ministre des Affaires étrangères, elle a été reçue par le Premier ministre. Ça renseigne ça aussi sur quoi? Abed. Il y a une part de ce que représentent les relations algéro-françaises avec disons, leur côté un peu complexe, dans le sens, les gens sont complexés dans ces rapports, y compris les Français sont très complexés dans leur rapport avec l'Algérie. Mais moi, je trouve que c'était pas... si on peut ajouter à ça le fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en Algérie qui méritent vraiment d'être reçus, il ne faut pas oublier que Juppé est probablement le futur président français. Que investir dans le futur président français, c'est une bonne chose. Même si c'est le président Bouteflika qui le fait, c'est une excellente chose. Ménager le président actuel avec l'accueil qui est fait à Hidalgo et apparemment on accueille en valse bientôt. C'est des relations d'État à État, donc c'est parfait. On peut ajouter peut-être que pour les responsables politiques français qui viennent en Algérie, ils pensent, à tort ou à raison, que l'Algérie ne fait pas les présidents français, mais ils pensent que l'Algérie a une capacité de nuisance qui peut gêner un candidat à l'élection présidentielle française. Vraiment. Ils le pensent. Eux le pensent. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'espère que c'est vrai. Tu as envie d'y croire. Oui. En France, une élection, ça se joue sur 1% des électeurs. Il faut se rappeler ça. Alors, c'est du 48-52, donc 49-51 à 1%. À 1%, quand on a une communauté de 3, 4, 5 millions de personnes, en principe, on devrait pouvoir influer. Donc voilà, c'est un jeu... Objectivement, on peut imaginer qu'il y ait un électorat marocain qui obéit à des injonctions, mais il n'y a pas d'électorat algérien, d'autant plus que il n'y a jamais eu un vrai travail d'organisation. Il ne faut pas le dire parce que les Français croient que ça existe. Donc, ceci dit, pour l'histoire du haïk, moi, je vais dire un mot quand même. Là, on est dans la phase 3. Mais il ne faut pas oublier la phase 1 et 2, quand ces femmes en haïk sont apparues à Alger. Le microcosme algérois a décidé que c'était une merveille, que c'était quelque chose qu'on considérait comme anti-islamiste, anti-beaucoup de choses. C'est une merveille. En dehors du folklore, c'est une merveille, oui. C'est le microcosme d'Alger. Voilà, c'est cette merveille qui a accueilli Alain Juppé. Non, je dis en dehors du folklore. Non, je termine cette idée. D'accord, on va. Il y a des séquences
Et quand on va dans une logique, il faut l'accepter jusqu'au bout. Elle a mené là, donc il faut maintenant se remettre en cause sur le premier jour, la première séquence. À la différence près que ces femmes en Haïk ont été ramenées Voilà. par l'État algérien pour accueillir un représentant français. C'est tout à fait différent. Je comprends, je suis d'accord avec toi que l'histoire du Haïk, on a essayé de l'opposer à hijab, etc. Mais ça, c'est nos bisbis internes. Mais là, tu le ramènes à plus forte raison pour un représentant français. Et vous savez, il y a encore des Algériens qui gardent leur mémoire, la cérémonie du dévoilement, des femmes ramenées au Haïk à la place pour qu'elles se dévoilent. Ça pose un vrai problème. Il y a une réaction de type colonial qui est mauvaise. C'est bon, je crois qu'on en a assez dit sur le Haïk. J'ai dit qu'il faut revoir toutes les séquences. Revenons maintenant sur cette tradition qui a été instaurée vraisemblablement par les politiques français. Le premier à être venu dans ces conditions, c'était Sarkozy en 2006. Il y a eu Hollande ensuite en 2010. Il y a eu même Strauss-Kahn avant le Fadiha, j'allais dire en 2010 aussi. Et Chirac, c'était juste après sa réélection. Alors tous ces déplacements, c'est quoi? C'est davantage le corps électoral que l'influence que peuvent avoir les politiques algériens sur le choix des candidats français. Mélanie? Moi, je crois que c'est un petit peu les deux, parce que la France, c'est pas n'importe quel partenaire. Je pense qu'il y a, par l'électorat, la partie de l'électorat, là, j'ai pas très bien compris ce que tu as dit, ça tout à l'heure. Je pense que l'électorat franco-algérien pèse dans la balance, sinon ils seraient pas tous là. On peut donner les chiffres, je les ai notés d'ailleurs. En France, ils sont 20 000 inscrits au consulat. La communauté en France, la communauté française en Algérie, ils sont 20 000 inscrits au consulat. 1,5 million de binationaux en France, ça fait effectivement beaucoup, ça pèse. Ça. Et on sait qu'en 2012, ils ont voté massivement pour Hollande. Donc d'abord, il y a ça. Et puis ensuite, la France est un partenaire économique important. C'est le premier partenaire de l'Algérie, deuxième fournisseur. Il y a eu, depuis l'élection de François Hollande, un rapprochement des relations bilatérales par toute une série de comités, de signatures de nouveaux contrats entre les deux pays. Donc, moi, je ne suis pas spécialement... ça ne me défrise pas de voir autant de personnels politiques français venir en campagne à Alger. Voilà, je crois que maintenant, depuis Juppé, ça a été verbalisé de manière claire. Et ce qui m'interpelle davantage, c'est effectivement les ressorts psychanalytiques des autorités de l'organisation par les autorités algériennes. Alors, il y a un peu à la fois de la schizophrénie. Moi aussi, en tant que Française, mais j'ai été... quand même assez mal à l'aise par la folklorisation à laquelle on a assisté. Il ne nous manquait plus que les compagnons en tarbouche et c'était bon, quoi. On se serait cru... Donc, moi, j'ai été quand même assez mal à l'aise. Mais bon, on sait bien que les autorités algériennes ont cette capacité à se folkloriser. Pour le tourisme, c'est la même chose. Pour la culture, c'est la même chose. C'est un peu dommage. Mais c'est ça qui m'interpelle, sur les ressorts... Voilà, c'est-à-dire ça dit tellement de la relation franco-algérienne qui est faite de complexes et dans les deux sens, comme disait Abed, d'affectivité et de quelque chose qui fait que la relation entre la France et l'Algérie a quelque chose d'unique qui restera. C'est pour ça que la relation franco-algérienne, même si des capitales comme Berlin ou Washington aimeraient casser l'axe Paris-Alger, restera ce qu'elle est, quoi. Ça fait mal d'entendre ça quand même, hein, un regard... Non, Dans le folklore de la présidentielle française, il y a un certain nombre de voyages. Le candidat français va à Berlin, il va à Tel Aviv, il va à Londres, il y a des partenaires. Le fait qu'Alger soit devenu une destination, je trouve que c'est une bonne chose. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire quelque chose pour faire avancer les intérêts de l'Algérie ou bien pour régler des questions de soins dans les hôpitaux français. Donc tout est là, en fait, c'est là que ça se joue. Ou on peut en faire aussi ce qu'on a fait Kadhafi, c'est-à-dire financer la campagne de Sarkozy et puis recevoir les avions français sur la tête lorsque le peuple libyen s'est mis en mouvement. Ça, c'est une autre époque. Quand l'Algérie finançait les campagnes, c'est une autre époque. Est-ce que ça se fait encore? Je ne sais pas.
Quel intérêt Alain Juppé a-t-il à venir en Algérie aujourd'hui, connaissant un petit peu son parcours, quel intérêt peut avoir Sarkozy demain sur les questions économiques? Tu as parlé des questions économiques, c'est intéressant, mais à ce moment-là, que ce soit Hollande ou que ce soit Sarkozy ou que ce soit Alain Juppé, la situation est la même. Ils ont tous intérêt à ce que le gouvernement reste, celui-ci reste, puisqu'il arrange les intérêts. Si je peux me permettre de la France, que ce soit de droite ou de gauche. Alors, deux choses. Juppé est venu à Alger pour dire quel type de président il serait s'il était élu. Donc, il s'est prononcé sur toutes les questions qui intéressent les Algériens. Les binationaux, c'est à l'ordre du jour, avec la Constitution, la déchéance de nationalité, etc. Il s'y oppose sur un terrain totalement différent de celui auquel on pense. Le contexte régional, il en a beaucoup parlé. Il nous en a parlé en petit comité, petit déjeuner avec lui au deuxième jour de sa visite en Algérie. Donc, il ne veut pas être interventionniste. Il rappelle dans quel contexte il a été interventionniste en 2011. Il a bien fait de le rappeler. Il dit, à l'époque, on nous reprochait d'être les alliés des autocrates arabes. C'était ça le contexte de l'époque. Et quand il y avait la colonne de Kadhafi qui avançait sur Benghazi, nous étions interpellés pour faire quelque chose. Nous l'avons fait. Après, ce qui s'est passé après, il dit c'est un échec parce que nous, on pensait que l'ONU allait accompagner le processus libyen. Les Libyens ont choisi de ne pas être accompagnés. Et c'est rentré dans une impasse. Mais il n'est pas interventionniste. Ce n'est pas une doctrine chez lui. Il veut rassurer son partenaire algérien sur cet aspect-là. Les Algériens étant très sensibles sur la question. Ensuite, il y a tout le volet histoire sur lequel il essaie de se mettre sur les pas de Hollande, parce que Hollande a été celui qui a été le plus ouvert sur la question, en termes de transparence sur les questions de l'histoire. Donc voilà, il essaie de rassurer les Algériens. Après, en retour, qu'est-ce que lui, il va donner, qu'est-ce qu'Alger peut obtenir de lui de ce côté-là? Moi, de côté d'Alger, j'ai pas senti de progrès. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoutez, avant, Alger soutenait les candidats gaullistes parce qu'il y a une tradition de politique arabe chez les gaullistes. Bien, qui a été abandonnée par l'atlantiste Nicolas Sarkozy. C'est un épisode. Donc, non, pardon, j'ai indiqué dans ce sens-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut gagner avec un candidat gaulliste sur une des questions qui touche beaucoup Alger, la relation avec le Maroc et le dossier sahraoui? Il lâche rien là-dessus. Juppé a été très évasif, il a botté en touche, il lâche absolument rien là-dessus. C'est la neutralité habituelle. En fait, le soutien au Maroc. Donc, en fait, la vraie question que Abed pose et qu'on devrait se poser, c'est oui, on peut voter pour quelqu'un, entre guillemets, quand on est le gouvernement algérien, mais qu'est-ce qu'on obtient en retour? Et de ce côté-là, il y a une très grande faiblesse algérienne. En tous les cas, sur un des dossiers qui nous intéresse le plus, y compris le rapprochement avec le Maroc. Si les Français peuvent nous aider à nous rapprocher avec les Marocains en essayant de trouver une solution au dossier du Sahara occidental, ça serait bienvenu. J'ai pas l'impression que le candidat Juppé y réfléchit. En tous les cas, sur ce qui m'a laissé comme impression, il y réfléchit pas. Non, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On observe quand même depuis une dizaine d'années qu'un candidat à la présidentielle en France, ou même quand le président élu, le premier voyage à l'étranger en dehors de l'Union européenne, c'est Alger. Ça a été Sarkozy, ça a été Chirac, ça a été Hollande, et probablement ça va être Juppé. C'est dire l'importance des relations entre les deux pays pour les politiques français, pour les dirigeants français. Parce que les rapports sont tellement denses, sont complexes, c'est important. Juppé avait dit à juste titre que pour tout candidat, Alger est incontournable. Il a dit comme ça, sauf que lui ou beaucoup d'autres politiques français savent ce qu'ils veulent. Ils le formulent de manière claire. Ils viennent à Alger, ils négocient sur des dossiers clairs, et le problème se pose pour nous. Qu'est-ce que Alger veut? En tout cas, on ne l'entend pas. Cette parole officielle de l'État algérien n'est pas portée, elle n'est pas révélée. C'est ça tout le problème. Juste pour préciser sur la question de l'électorat, du poids de l'électorat maghrébin et algérien, en particulier en France, ils ne pensent pas que Alger a de l'influence sur l'électorat binational là-bas, mais ils pensent que les Algériens gardent un lien très fort avec l'Algérie et que c'est important dans leur esprit de voir le futur candidat, le candidat ou le futur président de se rendre en Algérie et que ça dit tout sur la considération qu'il a le candidat en question pour cette communauté. L'ami de l'Algérie. Et je dois dire encore, et j'aurais terminé, c'est que pour les hommes politiques français, l'Algérie relève de la politique intérieure pour des raisons évidentes. Et l'inverse, c'est vrai. Sauf que nous,
pas formulé de manière politique, de manière claire politiquement. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux C'est-à-dire, dire si on aura un problème, une déstabilisation en Algérie, si ça pète en Algérie, c'est pas la Syrie. Hein, c'est-à-dire, on aura 1 million d'Algériens qui vont là-bas. Moi, Ils savent. Il y a 20 ans, j'ai rencontré un politologue français. Il y a vraiment 20 ans. Il est mort, j'ai oublié son nom, qu'il me pardonne. Il me disait déjà à l'époque, vous savez, l'Algérie et la France vont devoir gérer une population commune. Voilà. C'est-à-dire, c'était à un moment où la démographie des binationaux n'était pas encore importante. Donc, à un moment ou à un autre, on va avoir une population commune. Ça se gère entre les deux États. C'est une question importante. Donc, la France, à ce moment-là, on peut dire c'est aussi une affaire intérieure en Algérie, puisque c'est des binationaux. Problème, c'est un sujet qui tombe à plat avec l'article 51. On se met à dos ce qu'il y a de mieux dans la diaspora. Voilà. Mais c'est un problème. C'est une question commune. Un chiffre, il y a 10% de Français qui ont un lien avec l'Algérie. Oui, c'est important. Non, moi, je voulais savoir, quid des 20 000 Français inscrits au consulat? Est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que ça a été un enjeu pour Juppé? Est-ce qu'on essaie de les faire réfléchir dans un sens ou dans un autre? Parce que dans ce voyage, il y a quand même aussi les Français bien sûr. Pas binationaux, quoi. Ouais, les expatriés. Oui, bien sûr. Expats. Ils sont 20 000. Oui, bien sûr. Il a besoin de. C'est pas beaucoup. Il a besoin d'eux pour la primaire. Il a besoin d'eux pour la primaire. Non, mais ça se joue. Ils peuvent rien laisser au hasard, quoi. Ils votent pour la primaire. Ah oui, ils votent. Ah oui. Un vote à la primaire. Ah oui. C'est trop. Il faut rappeler juste que Juppé est maire de Bordeaux qui a des relations économiques importantes avec Oran, ville jumelle. Oui, ça explique d'ailleurs son déplacement là-bas. Les relations et ses déplacements des chefs d'État en Algérie n'ont pas toujours été les mêmes. Elles n'ont pas été motivées, en tout cas, par la même chose. On peut remonter un petit peu plus loin. Là, on se rend compte que l'électorat est important, que on s'interroge sur j'allais dire l'influence que nos responsables peuvent avoir sur les candidats français. Mais à une époque, on a bien connu, par exemple, un Mitterrand, par exemple, qui n'était pas le plus humaniste des présidents français, un Mitterrand qui n'a pas eu de problème pour couper avec l'Algérie à une période où il n'était pas d'accord avec le gouvernement algérien. C'était en 89, c'était après 89, en 89, oui, il me semble, entre 88 et 89. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un rapprochement ou des déplacements, ça n'a pas toujours été pour le même motif, soit pour réchauffer des relations, soit, et c'était le cas par exemple avec Giscard d'Estaing, plus tard avec Mitterrand, là encore, quand il a été installé. En fait, la question, c'est qu'est-ce qui peut brouiller aujourd'hui la relation entre Algérie et Paris? Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut la brouiller? C'est un regard. Ouais, la dernière fois qu'elle s'est brouillée, c'était l'arrestation de quelqu'un qui était identifié comme étant co-responsable de l'assassinat d'Halim Sidi en 1987 et qui s'est avéré au bout de l'enquête, après plus d'une année de brouille entre Alger et Paris, ne pas être juste un homonyme, si je ne me trompe pas. Hein. Et donc, il faudrait peut-être un événement ou un incident de ce type. Beaucoup de choses marchent entre les deux pays. En tout cas, on peut compter sur la France pour faire bien attention à ce qu'aucun sujet ne vienne brouiller la relation bilatérale. Et ça, on le sent très nettement quand on est français. Moi, j'ai été surprise de lire un article qui a été publié par un autre site d'information aujourd'hui et qui revient sur des chiffres et qui dit que finalement les IDE français ne sont pas aussi importants. On a beaucoup régressé de ce côté-là, que les premiers IDE français sont au Maroc, suivis de l'Égypte. On souligne simplement 13% un petit peu de l'investissement direct étranger. En Algérie, ça ne représente pas beaucoup. Là, on parle de l'Algérie. Au moment où on veut nous faire croire qu'il y a un réchauffement entre... Oui, mais là, on parle de l'Algérie. On parle de l'Algérie, qui est incapable de capter les investissements français ou chinois ou américains ou allemands. Donc, ça, c'est un autre volet. Mais dans ce qu'il y a eu jusque-là dans ce type de relation, c'est que ce que je note, c'est que les Français ont quand même une gestion assez dynamique de leur rapport avec l'Algérie. Ils essayent de s'adapter. Ils sentent et ils sentent que le côté subjectif de ces relations est très très fort et que à la limite ça prend le pas parfois sur le volet économique. Donc ils avancent avec beaucoup de prudence, mais ils ont quand même une certaine capacité de s'adapter. Côté algérien,
on ne sait toujours pas, dans les années 80, dans les années 70 ou 80, l'Algérie finançait les campagnes électorales avec des valises d'argent, de francs. C'est plus possible aujourd'hui? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais si tu veux, ce que je dirais, c'est que même si c'était possible, je dirais que ça devrait se faire autrement. Le monde a changé, la traçabilité de l'argent, tout ça, c'est plus complexe. Donc ça devrait se passer autrement. Est-ce qu'on est capable de le faire? J'ai quelques doutes. Ce que je dois ajouter, c'est sur les IDE. Globalement, il y a un reflux total en Algérie, pas uniquement chez les Français, à partir de 2009. C'est-à-dire, vous avez un État qui a mené une politique appelant les IDE à venir de 2001 jusqu'à 2009. 2009, on se brouille avec Sawiris, on change les règles du jeu, on introduit dans la LFC le C-49, on crée le droit de préemption, et ça donne une vraie justification, ou là une fausse, ou un alibi à ces gens-là à qui on disait « vous venez investir en contrepartie du marché ». Là, eux-mêmes disaient « en fait, c'est vous qui vous ne voulez pas qu'on vienne ». Et donc, si tu prends les chiffres, c'est 2009, et c'est pas uniquement les Français qui régressent. Oui, c'est-à-dire qu'il faut le remettre dans le contexte, c'est-à-dire qu'il y a pendant que les IDE augmentent de manière spectaculaire dans les pays du Sud, en Algérie, ils reculent. Et c'est le cas de tous les pays. Alors évidemment la France, mais il faut regarder un autre chiffre. Je crois que c'est depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, les échanges entre la France et l'Algérie ont triplé. Et alors, quand on discute avec les entrepreneurs français, c'est pas la volonté de venir investir qui manque. Seulement, c'est très compliqué. Le 49-51, on revient toujours là-dessus, mais c'est pas un manque de volonté de la part des Français, parce que je crois que c'est les premiers investisseurs hors hydrocarbures en Algérie. Donc Slel a appelé les Algériens qui sont aux Émirats, les a appelés à revenir en Algérie. J'ai posté un truc sur Facebook, éviter que les gens qui sont là ne se cassent vers Dubaï. Donc voilà, c'est ça, le réel, c'est ça. Pour terminer en un mot, votre avis gauche-droite, il y a une espèce d'échange de rôles comme ça depuis plusieurs années. La proximité cette fois-ci pour le gouvernement algérien. Zinedine Zebal va voter Anne Hidalgo pour des raisons esthétiques, j'imagine. Moi, je me souviens quand même qu'en pleine guerre de Gaza, Hollande a fait une déclaration intempestive et dans les réseaux algériens en France, beaucoup promettaient qu'il paiera la facture aux prochaines élections présidentielles. Et donc, voilà, Hollande n'est pas, sans l'injonction du gouvernement algérien, n'est pas en odeur de sainteté sur une bonne partie des franco-algériens. On est très dans l'émotion, dans l'affect sur ces questions. Sarkozy a obtenu 20% de l'électorat français franco-israélien. Je pense que Juppé aura plutôt un taux du côté franco-algérien. Ça sera plus élevé parce qu'il y a une vision algérienne qui est fondée selon laquelle la gauche est très sionisée. Donc voilà, c'est une donnée. La gauche socialiste. Ce qui est certain, c'est qu'en France, à gauche comme à droite, et dans leur subconscient, traîne encore le complexe de la guerre d'Algérie. Mélanie, tu veux rajouter un mot? Non, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, non, je ne sais pas. Non, peut-être la sensibilité du gouvernement, c'était ma question. Il y a pour beaucoup dans la personnalité aussi. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui on est sur des clivages gauche-droite, sans doute un peu, mais bon, quand on voit par exemple une personnalité comme Raffarin, qui n'est pas de gauche et qui est vraiment très populaire ici auprès des autorités, bon voilà, je crois qu'il y a les idées portées par les partis, mais il y a aussi beaucoup de la personnalité. Je crois que Juppé est très apprécié aussi. Et Raffarin a fait le premier la campagne. Passe mieux que Sarko. Oui. Por supuesto. Je ne suis pas surprise de toute façon. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci à ceux qui étaient là aussi en début d'émission. Je pense notamment à Farid Alilet qui nous a quittés tout à l'heure. À jeudi prochain.